vous me prenez en plein préparatif pour la prochaine capsule de Friday the 13th. Comme vous voyez, presque plus de place pour inscrire là où on en est rendu. Heureusement qu'après le Part 8, ben, ça change. En fait, ça s'appellera plus Part 9, vous le savez fort bien. Et là, j'ai très hâte de regarder le Part 8, pas parce que j'en ai un très bon souvenir, mais parce que je ne l'ai vu qu'une seule fois, je ne l'ai vu qu'au cinéma. C'est le seul que je n'ai vu qu'une seule fois dans ma vie. Donc, je l'ouvre devant vous. Je m'en vais le regarder vraiment pour la première fois. Je suis assez excité, je dois vous dire, même si je n'attends pas vraiment à grand-chose. Donc, je le regarde et puis, ben, je vous en donne des nouvelles tout de suite après. À tout de suite. C'était un tout petit bateau sur l'eau de Crystal Lake, tout près d'un camp pour moniteurs qui meurent par douzaines. À bord y avait le matelot et le vieux capitaine, une gang de jeunes partis sur l'eau pour 1h40 à peine, pour 1h40 à peine. Soudain Jason ben ressuscite puis embarque sur le bateau. Sans le secours de l'équipage, il était fait à l'os, il était fait à l'os. Sur le bord de l'île de Manhattan, ils se sont retrouvés. Il y a Jason Voorhees, Longborné, la musicienne, le gars cool, la maudite bitch et la fille qui survit sur l'île de Manhattan. Salutations cinéphiles, mon nom est Michel Terrien, bienvenue au Petite Vue. Je viens en quelques mesures, en quelques notes, très fausses d'ailleurs, peut-être un peu comme le film, de vous résumer Friday the 13th Part 8, Jason Takes Manhattan. Alors, ben, c'est à votre choix, ou c'est à votre guise. Vous pouvez arrêter d'écouter la capsule ou peut-être poursuivre avec moi cette odyssée, parce que c'est vraiment une odyssée dans laquelle nous nous engageons pour les prochaines minutes. Si vous daignez vous embarquer avec moi ben, je vous suggère, oui, bien sûr, de poursuivre cette péripétie que nous avons entamée déjà depuis plusieurs capsules déjà et qui achève avec cette 8e partie un cycle. Absolument. On a déjà parlé du cycle des 1, 2, 3, 4, même si je l'ai déjà dit. Bon, évidemment, après le premier, ça devait se terminer. Ça devait se terminer alors qu'on ne le savait pas après le 3e film. Officiellement après le 4e. On repartait la série après le 5e, sans savoir trop où ça s'en allait, mais officiellement, on redynamisait la série avec le 6e film, Jason Lives. On s'en allait dans une nouvelle direction avec le 7e film, avec Tina, qui avait des pouvoirs surnaturels. Et d'ailleurs, la comédienne Lara Park Lincoln avait bel et bien mentionné au producteur « Hey, moi, je suis intéressé à ce que mon personnage revienne. » Et c'est pas la première comédienne survivante qui fait mention qu'elle était intéressée à revenir. Mais là, je parle d'une comédienne, alors que c'est déjà arrivé qu'il y avait des comédiens aussi qui survivaient, là, Tommy Jarvis, entre autres, là, qui étaient intéressés à revenir. Mais par contre, ben malheureusement, Madame Lara Park Lincoln, tu parles d'un nom d'ailleurs, ben demandait trop cher. Puis ben évidemment, dans le cinéma d'horreur, à moins d'être dans des catégories très particulières, ben les budgets sont pas très élevés. Puis en général, avec les plus récents Friday 13, les budgets, ça tourne autour de 4, 5, 6 millions. Celui-là, d'ailleurs, le budget est de 5 millions de dollars. Et là, on se retrouve, on est en 1989 et encore une fois, ben on change de réalisateur et là, c'est Rob Hedden. Et notre ami Rob, ben là, cette fois-ci, on n'est pas allé chercher un réalisateur qui sortait de nulle part ou qu'on s'est dit ben tiens on va essayer ce gars-là parce qu'il a déjà fait quelque chose ou par exemple quand on est allé chercher le réalisateur du Part 5, je sais vraiment pas qu'est-ce qu'on avait en tête sérieusement parce que le gars avait fait des films un peu genre érotico-mocheton là, donc je sais pas pourquoi, j'ai aucune idée. Mais celui-là, on avait confiance, Frank Mancuso,
dont le nom n'apparaît pas directement au générique, mais est quand même très associé à la série, s'est dit, Rob, viens donc, parce que Rob Eden, avait réalisé de nombreux épisodes de la série Friday the 13th, parce que Friday the 13th, The Series, avait une certaine popularité à la télévision, malgré que ça n'avait rien à voir, évidemment, avec le personnage de Jason Voorhees, là. Il y avait quand même bien des gens qui suivaient la série. Et semble-t-il que les épisodes qu'il a réalisés, avaient eu un certain succès, puis il avait fait un bon travail. Ce gars-là, soit dit en passant, si vous allez voir un peu sa filmographie, n'a pas fait grand-chose au niveau cinématographique, n'a fait que 3 films dans sa carrière. D'ailleurs, ça, c'était son premier, il en a fait un peu plus tard, puis il en a fait un récemment, mais c'est davantage illustré comme réalisateur à la télé, entre autres pour des trucs liés à Star Trek, entre autres. Donc voilà. Et c'est aussi un des rares qui s'est commis en tant que scénariste. Non pas que c'était quelque chose nécessairement de nouveau pour lui, au contraire, c'est quelqu'un qui je crois d'abord est un scénariste avant même d'être un réalisateur. Mais des fois, quand tu fais du scénario pour la télé, des fois, tu sais, c'est des formules toutes faites. Jason, Friday 13, c'est des formules toutes faites, là. Mais pour la télé, des fois, tu sais, tu t'écris un scénario, puis c'est, par exemple, je sais pas pour n'importe quelle série, mais t'écris, je pense qu'il a déjà travaillé pour MacGyver, là, mais je gage rien là-dessus, je mettrai pas 20$ là-dessus. Mais, tu sais, c'est toujours la même formule, tu sais, t'écris pour une série, tu sais, d'un épisode à l'autre, ça se ressemble quand même toujours un peu. Comme un peu Friday 13, bien sûr. Mais quand tu veux injecter un peu de sang neuf, puis des fois c'est comme un peu trop télévisuel, ça fonctionne plus ou moins. À sa défense, parce que je vais vous dire tout de suite, je vous l'ai déjà dit, je l'ai déjà mentionné, c'est pas nécessairement le meilleur film de la série, puis je pense que pour la plupart d'entre vous, il y en a des gens, là, c'est comme dans n'importe quoi dans la vie, là. Il y en a qui vont dire tel épisode de telle série, c'est leur préféré. Comme par exemple, peut-être le Halloween, je donne un exemple, Halloween 2 de Rob Zombie, pour certains, c'est le meilleur film de Halloween de toute la série. Et vous avez le droit. Tout est une question de goût. Donc, ça, il n'y a pas de problème avec ça. Moi, je vais vous dire ce que je pense de ce film-ci. Et Rob Eden avait quand même une idée qui a été alimentée un peu aussi par Frank Mancuso, qui a dit, et je me souviens pas lequel des deux, mais il y a quelqu'un qui a dit, hey, on est-tu obligé de rester à Crystal Lake toute notre vie? Il y en a un qui a dit, non, on n'est pas obligé de rester à Crystal Lake. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée? Bon, maintenant, vous savez que Jason va aller bien plus loin que New York. L'idée, est-ce qu'elle est bonne? L'idée de base, quand moi j'ai décidé d'aller voir le film au cinéma, c'est pas quelque chose qui m'a ralenti. C'est juste le processus entre le départ de Jason de Crystal Lake pour se rendre à Manhattan, qui est peut-être pas nécessairement le meilleur, là, est un peu chaotique. C'est là, je pense, que le bas blesse. Et c'est là où j'explique un peu la problématique. Puis des fois, tu sais, on met beaucoup la faute sur les réalisateurs. Je dis pas qu'il y a pas tous ses défauts, là, Rob Eden, au contraire. Mais son idée de base, quand on lui a dit oui, pas de problème, qu'est-ce que tu veux l'amener? Puis Frank Mancuso avait lui aussi en tête que ça serait le fun de l'amener dans une grande ville. Mais il y a une plus grande ville aux États-Unis que New York, tu sais, New York puis Los Angeles. Puis évidemment, la proximité de Crystal Lake, on pense que Crystal Lake, c'est un genre au New Jersey, donc New Jersey, New York, c'est quand même dans le New Jersey, là. Donc, c'est à proximité. C'est une possibilité. Bon, ça va. Au départ, dans le scénario de base, Rob Eden avait prévu que notre ami Jason se retrouverait à New York pour 75% du film. Donc, puis il avait prévu des choses qui se passaient, par exemple, au Madison Square Garden, par exemple. Il y a un combat de boxe là, dont on parlera peut-être tantôt. Donc, il voulait que ça se passe là.
Oublie ça, mon ami. Tu sais, ce sont d'excellentes idées, te lui a-t-on dit. Par contre, t'as juste 5 millions. C'est ton 5 millions, il va passer juste dans ton combat. Fait que t'es aussi bien de faire Rocky contre Jason, puis ça va finir là. Donc, il est parti de son 75% de films qui se déroulent à New York. Puis, en réécrivant, il est passé de 75 à 50%, puis finalement à 25%. Donc, même il y a beaucoup de scènes qui se déroulent à New York, qui se déroulent pas pantoute à New York. Alors même le 25% qui se déroule à New York, ben c'est pas New York du tout. Ils ont tourné quelques scènes, là. Bon, ils ont tourné la Statue de la Liberté, ils ont tourné quelques buildings, il y a une scène dans Times Square, mais pour ce qui est du reste, les scènes qui se passent dans les fonds de ruelles, etc., ça n'a pas été tourné là du tout, ça a été tourné au Canada. Et d'ailleurs, l'équipe de tournage appelle pas ça Jason Takes Manhattan, mais Jason Takes Vancouver, parce que ça a été tourné à Vancouver. La majorité du film a été tourné à Vancouver. Bon, parlons du film. Le film est boy. Là, tu sais, on a quand même pas mal tout vu. Malgré que, tu sais, puis je vous l'ai dit, puis vous avez peut-être été surpris, moi, le 7e, je l'ai bien aimé, malgré, tu sais, que on a copié Carrie, puis etc., mais tu sais, on avait Kane Hodder qui donnait vraiment un nouveau souffle au personnage, tu sais, des bons effets spéciaux, malgré que les meurtres étaient un petit peu diminués. Bon, la MPAA est passée par là, t'avais Barbara Sachs qui a pas aidé non plus, la productrice associée. Là, je pense que là, malheureusement, dans le 8, t'as tout ce qu'il faut pour un désastre, à part un réalisateur qui veut quand même que ça fonctionne bien. D'abord, Frank Mancuso est encore une fois, il est là, mais il est plus là. Tu sais, il fait d'autres choses, il fait des plus gros films. Donc, c'est comme un peu retiré de ça. Puis le maudit, ben je sais pas pourquoi, alors qu'il s'était bel et bien fait dire que Barbara, ben c'était pas la meilleure pour être sur place pour veiller au grain, ben il renvoie encore Barbara. Pourquoi? Je ne sais pas. C'est pas la bonne fille pour être là. Visiblement, non seulement elle n'a pas été appréciée sur le film, mais je pense qu'heureusement que, tu sais, Buchler, le réalisateur de l'Opus 7, a quand même mis ses culottes, puis etc. Je sais pas, mais je pense que Rob Eden, lui, c'est un trop chic type, tu sais, qui écoute les consignes d'en haut, puis et ça paraît. Parce que le film, écoute, il est un peu trop... ben, tu sais, il est comme trop blanc comme neige. Fait que Barbara, d'après moi, elle a tout checké ça. Puis pourtant, elle a dû se le faire dire, Barbara, là, que... Hey, crime, Barbara, on fait un film d'horreur, on fait un vendredi 13, là. Tu sais, on fait pas la petite maison dans la prairie, là. Tu sais. Puis là, je sais bien que ça peut ressembler à la croisière s'amuse, là, mais c'est pas ça partout qu'on tourne. On tourne la croisière ne s'amuse pas, là. Pas du tout. Fait que malheureusement, puis je sais pas, puis Rob, ben écoute, son scénario, je comprends qu'il a dû le refaire souvent, mais il est plate s'il vous plaît, son scénario, mais vraiment plate. Pas à peu près, mais pas à peu près. Bon, premièrement, on commence le tout à Crystal Lake, que ça ressemble... poche, là, je veux dire... On n'a pas l'impression d'être à Crystal Lake. On a 2-3 cabanes dans le fond, avec un écriteau en néon, qui s'est écrit Crystal Lake, tout croche. Alors que, soit dit en passant, on avait déterminé là, dans l'épisode 6 que ça s'appelait plus Crystal Lake, mais bon, regarde, ça a l'air que c'est revenu. On changeait de nom parce que les gens étaient plus intéressés de revenir à une place que, tu sais, on aime mieux aller à la place, la vraie place, tu sais. Tant qu'à aller à une place que c'est populaire, allons à la place originale, puis on est sûr que, tu sais, bon. Et là, dans le fond, il y a une seule scène qui se déroule à Crystal Lake, puis elle est plate. Mais elle est plate comme ça se peut pas. Tu sais, là, c'est sur un bateau, premièrement, que ça se passe. De toute façon, tout se passe quasiment sur un bateau. C'est l'épisode du Titanic, là, tu sais, auquel on assiste, là, ou presque. T'as un couple. Puis probablement les comédiens, je veux dire, c'est probablement l'épisode où les comédiens ont pas passé d'audition. Vraiment pas. Ils ont dû simplement envoyer des photos.
Puis là, il a dit, ah, ouais, OK, oui, pas pire, ça nous prend, tu sais, un tel, puis ils ont telle grandeur, c'est parfait, puis on a fait de la diversité, très bien, pas de problème avec ça. Et on y va avec ça. Puis, j'ai oublié de regarder sa poche, sur la feuille d'audition, c'est écrit acteur poche. Ah, ben oui, j'ai pas regardé ça, mais oui, mais Jim puis Suzy dans le bateau, ouais, ils sont poches. Mais écoute, on va les prendre pareil, puis la scène d'ouverture, elle va être poche aussi. Jason va être tué tous les deux de la même manière, sensiblement avec un harpon. Puis c'est encore plus poche parce que, bizarrement, on sait que dans l'épisode 7, bon, le masque de Jason se brise en deux. On sait bien que ça prend un masque pour Jason. Est-ce qu'il aurait fallu, tu sais, comme dans l'épisode 2, bon, il y a son sac de patates, puis dans l'épisode 3, il trouve un masque. Est-ce qu'on aurait pu arriver avec un nouveau concept de masque? Bon, probablement pas parce que ça prend le masque original comme dans Halloween. Je veux dire, Halloween, son masque, il brûle, peu importe qu'est-ce qui arrive, il y a toujours moyen de s'en sortir et de retrouver son masque. Ça arrive toujours. Là, il faut évidemment qu'il retrouve son masque. Ce qui est exceptionnel, c'est que le gars, Jim, sur son bateau, bon, premièrement, il veut faire peur à sa blonde, ça, c'est déjà vu, pour pouvoir, tu sais, avoir du sexe avec la fille après, parce qu'il n'y a rien de mieux que de faire peur à sa blonde, pour que la fille veuille coucher avec lui après. Ça arrive au cinéma, soit dit en passant. Et ce qui est très, très extraordinaire, c'est que ce gars-là se trouve avoir un masque avec lui dans un classeur. Comment ça se fait? Il a acheté ça où? J'ai aucune idée, mais il y avait ça à quelque part. Et ce qui est encore mieux, c'est qu'il a une réplique exacte du masque de Jason à sa dernière intervention. Alors là, lui, je sais pas, il y a quelqu'un qui, à quelque part, a fait une réplique, tu sais, qui est allé, je sais pas moi, au cosplay, puis qu'il a trouvé la dernière réplique du masque de Jason, et puis, ben, il en a fait une copie, puis il a décidé de mettre ça en vente sur Amazon, et notre ami Jim, lui, ben, il a réussi à avoir ça, puis de dire, hey, on s'en va, on va aller se promener en bateau sur Crystal Lake, puis moi, je vais sortir mon masque juste au bon moment. Ça, c'est exceptionnel. Puis notre ami Jason, je sais pas qu'est-ce qu'il y a, Kane Hodder là-dedans, tu sais, autant il était spectaculaire dans le film précédent, il perd de son lustre dans ce film-là. Puis c'est certainement pas à cause de son interprète, ben certainement parce qu'il a probablement été mal dirigé, mais aussi parce que ben la personne aux effets spéciaux a pas fait sa job. A pas fait sa job pantoute. Dans le film précédent, premièrement, la personne a fait son travail dans le sens, elle a dit, elle a regardé le film, elle a regardé le 6, puis elle a dit, OK, le gars, il est au fond de l'eau, ça fait un méchant bout qui est là, et il y a le moteur qui a pas de masque, il est tout défait du visage, fait que ça, on a vraiment pris ça en considération. Puis aussi, ben écoute, le dos, là, ça, c'était fantastique, là, il sort de l'eau, tu vois la colonne vertébrale, puis là, il se tient, puis là, il y a vraiment de... Tu sais, regarde, on peut pas se cacher, c'est un mort vivant, le gars, là. Là, on peut plus dire, tu sais, simplement que c'est un gars avec des bottes de cowboy, comme on voyait dans la partie 2, bon, on savait pas trop si c'était juste un tueur en série qui habitait chez le voisin, là. Tu sais, le gars, c'est vraiment un mort-vivant. Et là, dans cette partie, dans ce 8e épisode-là, ben, probablement, son côte, il est correct. Il n'y a plus de colonne vertébrale, il n'est plus déchiré, rien. Il s'est pogné ça où? C'est-tu quand le câble de haute tension, il y a eu un court-circuit en dessous de l'eau que ça a comme rétabli son manteau? Je sais pas. Puis là, il est comme, je sais pas qu'est-ce qu'il y a. Il est tout gluant. Dans tout le film, il est gluant. Qu'est-ce que c'est ça? Il sort de l'eau, le gars, là. On dirait qu'il a acheté une espèce de vieille glu, là, au magasin, une pièce. Tout le long du film, c'est gluant. D'un film à l'autre, je sais pas pourquoi, il y a un problème de continuité. Dans certains cas, c'est bien réussi. Dans celui-là, je ne comprends pas. Ça fonctionne pas. Puis malheureusement, puis Kane Hodder va revenir, là. Puis il est bon dans la plupart des films où il est. Mais dans celui-là, bon, il y a quelques scènes où ça fonctionne bien. Mais dans celui-là, on dirait qu'il est pas dedans. Il est pas dedans. Fait que ça fait en sorte que, tu sais, quand il est présent, ben tu y crois moins. Puis ce qui aide pas non plus, c'est que, je sais pas pourquoi, on a décidé que Harry Manfredini, qui faisait
vraiment un job exceptionnel. Tu sais, t'as une musique, tu sais, comme tu dis, c'est correct, là, tu sais, John Carpenter, là, il travaillait plus sur les films, tu sais, de Halloween. C'est correct. Mais tu sais, le gars qui l'a remplacé, c'est le gars avec qui il travaillait avant, ou à un moment donné, non, ça a pu être le cas. Mais on a toujours gardé le thème, puis on a travaillé autour du thème. Fait que, tu sais, t'es dans un film d'Halloween, le thème est toujours omniprésent. Des fois, c'est correct, les gars, tu sais, c'est des créateurs, donc ils se permettent de créer puis faire d'autres atmosphères. J'ai pas de problème avec ça. Mais là, Fred Mullen, tu sais, il a travaillé sur le set, puis Harry Manfredini était presque plus là, mais au moins dans le set, tu sais, t'entendais les tonalités, puis tu reconnaissais ton thème. Là, maman, là, tu l'entends plus, premièrement. T'entends plus les airs que tu connais habituellement. Donc, ça enlève toute la crédibilité à ce personnage-là. Je veux dire, tu sais, Jason, quand il est là, même quand il était pas là, t'entendais toujours les fameuses thématiques, t'avais l'impression qu'il était là. Là, pas de suspense, zéro. La musique est poche, elle est plate. Puis en plus de ça, le film commence avec, tu sais, toujours le fameux générique habituellement sur un écran noir, ce qui fait vraiment la particularité des films, même si c'est le générique le plus ordinaire que tu peux pas avoir. Je veux dire, un écran noir avec des titres en blanc. Mais quand même, tu sais, on était habitués, puis tu sais, il y avait le style qu'elle avait. Bon. Là, il décide de nous faire un générique comme si on écoutait un film comme des années 80-90, là, qui se passe à New York, là. Tu sais, Sex and the City. Vraiment, j'avais l'impression de ça. Puis, comme je vous dis, je viens juste de le revoir, là. Je l'ai vu une fois au cinéma en 1989 et je viens de le revoir là. J'avais complètement oublié ça. Fort heureusement, d'ailleurs. Mais ça n'a aucun sens. Qu'est-ce que c'est ça? Je veux dire, j'écoute un film d'horreur. J'écoute pas... j'avais l'impression de regarder Secret of My Success avec Michael J. Fox, là, le début du film. C'est pas ça. Puis ils nous remettent la même maudite toune à la fin, même affaire. Tu sais, je veux dire, j'avais l'impression à la fin là de voir, tu sais, c'est comme, ok, c'est la fin du film, c'est merci Gary Marshall, on vient d'écouter Pretty Woman. Puis en plus, on se laissait supposer à la fin que c'était fini. La série se terminait là-dessus, sur les buildings de New York avec une toune genre de rom-com. Voyons donc! Le gars, il l'a pas pantoute. Pas de suspense, pas de rien, zéro. C'était vraiment nul à chier. Et je pense que Kane, malheureusement, Kane a payé pour tout ça, pour des costumes poches, pour une mauvaise direction, pour pas de musique, pas d'atmosphère, pas de scénario. Donc, puis la glu, qu'est-ce que c'est ça, de la glu? Ils ont mis tout le budget, les 5 millions, Christy. Mettez-la ailleurs. Là, vous auriez pu l'avoir, ton Madison Square Garden, plutôt que mettre ça dans la glu, la maudite glu de marde. Pas d'allure. Bon, bref. Ah oui, puis après ça, bon. Là, il faut bien l'amener à Manhattan, notre ami Jason. Comment qu'on peut faire? On l'amènera peut-être pas en avion parce que, bon, regarde, quoi que ça aurait été quasiment plus logique. Parce que là, premièrement, il est dans ce petit bateau-là où il a tué ces deux personnes-là. Puis là, il s'en va, guélon-là, dans son petit bateau. Et il va heurter un autre plus gros bateau, le SS Lazarus, où, à bord de ce bateau, se retrouvent des collégiens qui vont souligner, en fait, ils ont terminé leur secondaire, donc leur diplôme, et ils s'en vont faire une croisière. Et cette croisière-là les mène de Crystal Lake. Moi, ce que j'aime d'ailleurs, c'est que c'est un bateau de croisière sur un lac. Et je disais Crystal Lake, on l'a déjà vu. Bon, évidemment, c'est jamais le même lac parce que, veut pas, ils peuvent jamais tourner à la même place, là. Donc, un bateau de croisière sur un lac. Bon, vous allez me dire que ça arrive. Des fois, il y a des très grands lacs, là. Mais de ce que j'avais vu, moi, surtout du premier, là, c'était pas un très grand lac. Puis dans les autres films, c'était pas nécessairement des très grands lacs non plus. Mais là, bref, là, le petit bateau qu'on a vu au départ va heurter l'espèce de bateau de croisière, le SS Lazarus. Et ce bateau va s'en aller jusque dans l'Atlantique pour se rendre à New York. Eh boy! Je veux dire, je comprends que tu peux en faire passer un peu aux ados, là, mais là, pouce, mais pouce égal. En tout cas, regarde, on va laisser passer ça, là.
Donc, ça nous amène à bord avec plein de personnages qui sont vraiment, mais vraiment inintéressants. La fille qui, parce qu'il y en faut une, l'héroïne du film Rennie, c'est la première d'ailleurs, je pense, qui est un peu dans ce style-là, qui est un peu différente de ce qu'on a vu jusqu'à présent, qui est plus années 90, correct. Tu sais, le personnage est quand même pas si pire. Et là, on est entouré avec des personnages plus âgés, tu sais, qui sont Colleen puis Charles. Là, Charles, dans le fond, c'est qu'on a comme voulu répliquer un peu ce qu'on avait vu dans le set, là, tu sais, avec la mère, puis le psychiatre poche, là, qui est pas fin, là. Fait que là, c'est l'oncle, là, bon, l'oncle borné, là, qui va l'être tout le long du film. Et là, il n'y a pas de cohésion. Tu sais, je suis correct, là, que Jason tue du monde, là, puis des fois, il tue dans des petites scénettes, etc. C'est correct, mais il y a... Let's go. On tue là, let's go, pas de problème. Mais on n'a pas le temps de s'attacher à personne, mais vraiment pas personne, parce que il tue ça de même. Les premiers personnages qu'on nous présente, c'est un gars qui filme avec une caméra VHS, une fille qui joue de la guitare électrique. Ce personnage-là aurait pu être intéressant, mais on s'en débarrasse tout de suite. Et le meurtre est comme... Les gars, en plus, quand t'écoutes les gens en parler, hey, c'est vraiment hot comme meurtre. Il la tue avec un coup de guitare. Très original. Vraiment très original. Non, vraiment, moi, ça m'a vraiment pas excité pantoute, là. Il aurait pu faire quelque chose de beaucoup plus original que ça. Puis tous les meurtres sont plates. Le seul qui est peut-être plus original, puis en fait, ils l'ont rajouté après, c'est quand il y a un gars dans le sauna, puis d'ailleurs, tu sais, dans le sauna, je veux dire, sauna dans un bateau, je sais pas vraiment aller en croisière très souvent, mais surtout ce genre de bateau-là, là, je dis pas sur un méga bateau de croisière, mais là, le bateau de croisière cheapo là, que je vois là, ça m'étonnerait qu'il y ait un sauna là-dedans. En tout cas, bref, la scène est quand même pas pire, là, tu sais. Le gars, bon, se fait échauder, si on peut dire ça comme ça. Disons que il y a eu c'est pas une pierre au rein qu'il y a eu, mais une pierre à l'estomac. Cette scène-là est quand même pas si mal. Mais les autres, tu sais, le gars qui se fait garrocher en bas, tu sais, même la scène de capitaine avec son assistant qui se font tuer, tu sais, on les voit pas se faire tuer, c'est plate. Et tu sais, il y en a un autre là, qui se fait garrocher dans un système électrique. Wow! Je veux dire, ça, c'est digne d'un film d'horreur, vraiment, là. Mais je veux dire, d'habitude, on voit, c'est des affaires de films d'action, là, pas vraiment très intéressant, tu sais. Bon, Tamara, la fameuse blonde, là, que tu dis, bon, ça, c'est la bitch de service. Bon, petite scène quand même amusante un peu avec le prof, là, bon. Puis après ça, bon, fameuse scène de douche oblige. D'ailleurs, ben, il y a peut-être un petit truc amusant qu'il faut savoir, c'est que la fameuse Tamara, elle avait fait quelques films, mais jamais, tu sais, elle avait jamais tourné nue, puis bon, elle se sentait un peu mal à l'aise là-dedans. Et elle avait peur qu'on la voit complètement nue dans le film. D'ailleurs, quand vous la voyez dans le film, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on voit jamais rien, là. Tu sais, c'est quand même, pour elle, en tout cas, tu sais, on voit rien. Et dans la scène de douche, elle avait peur qu'on la voie. Alors, le réalisateur, quand même smart, le gars, là, tu sais, on a beau dire quoi que ce soit contre lui. Il a dit, regarde, je vais te montrer que, avec la manière que c'est fait, les rideaux de douche, on peut pas vraiment te voir, là, tu sais, on voit un peu, mais on verra pas nu. Alors, le gars, il s'est complètement déshabillé. Il est allé lui-même dans la douche et s'est déshabillé dans la douche pour lui montrer que on voyait absolument rien. Fait que quand même, tu sais, faut le faire, là, ça s'appelle un gars d'équipe. Et ce qui est très drôle, c'est que les gens le caméraman de tourner la fameuse scène. Et cette scène-là s'est retrouvée à Paramount et donc les fameux les bons de Paramount ont vu la fameuse scène, donc ont vu le réalisateur dans la douche. Et cette scène-là existe. D'ailleurs, vous pourrez peut-être la voir ou quoi que ce soit là, avec le réalisateur qui est carrément se déshabillé dans la douche pour montrer à la fameuse comédienne qu'il y a vraiment rien là. Donc, c'est ça. Donc, tu sais, des scènes de gars qui s'empale sur un truc, une antenne, des trucs comme ça. Vraiment, là, rien d'excitant là.
Puis après ça, bon, évidemment, bon, tout le monde meurt, un après l'autre. Tu sais, dans le fond, il aurait dû rentrer sur Iceberg, puis ça aurait été plus excitant. Fait que, tu sais, moi, la dernière heure du Titanic, pour moi, c'est ça le film. Le reste, là, je m'en fous. Donc, moi, c'est un petit peu ça, là. Mais Jason est plate là-dedans. Il est plate, il fait rien, tu sais. Sérieusement, là. Tu sais, j'écoutais des documentaires là-dessus, puis ils ont dit, hey, la scène, là, où il tue la fille, sur la scène de danse, là, c'est exceptionnel. Exceptionnel. Il tient à bout de bras. Je comprends tu sais, je comprends que Kane l'a vraiment tenu à bout de bras puis qu'il l'a lancé, là. OK, c'est quoi qu'il y a d'exceptionnel avec le fait qu'il l'a tenu dans les airs puis il l'a lancé à terre? OK, wow. Il l'a lancé à terre. Elle est morte. Elle est morte, il l'a lancé à terre. Je comprends pas. Bref, tout ça pour dire que bon, ils réussissent, tu sais, nos personnages principaux réussissent à s'enfuir en bateau, en chaloupe, et puis ils vont ramer, ils vont ramer dans le brouillard, et puis se retrouver à New York. Puis, à New York. Ils vont se ramasser à Vancouver, dans le fond, là. Ils vont rester à Vancouver, puis ils vont se retrouver dans une allée, dans 2-3 allées sombres. Ils se font attaquer, évidemment, par 2-3 mécréants. Évidemment, ces mécréants-là vont se faire tuer par Jason. C'est sûr et certain. Bon, tout ça, tu sais, toutes ces scènes-là sont plus ou moins intéressantes. La seule qui est quand même pas si pire, c'est le combat entre Julius et Kane sur le toit de building quand ils se battent, parce que c'est le fameux combat, dans le fond, que Rob Eden aurait bien voulu tourner au Madison Square Garden. Parce que cette scène-là, ben, premièrement, le comédien tape vraiment sur Kane Hodder, puis ça paraît. Tu sais, puis c'est une scène qui est assez longue, qui est pas pire. Puis, disons que cette mort-là, tu sais, quand il dit, tu sais, ah ouais, là, frappe-moi, là, motherfucker, puis, tu sais, ben, tu sais exactement ce qui va arriver, mais tu as quand même le plaisir de voir une scène de décapitation qui est assez spectaculaire. Je pense que c'est probablement le meurtre, le seul meurtre qui est assez spectaculaire dans le film. C'est quand même bien réussi. Après ça, tu comprends, oui, puis là, les fameuses scènes où Rennie voit Jason. Il faut que je vous parle de ça brièvement quand même. Là, tu ne sais pas trop exactement c'est quoi ça. As-tu des visions? T'es dans quel genre de film d'horreur? Bon, tu comprends à la fin, avec un genre de flashback, où elle est avec son oncle, à garage dans l'eau. Bravo. Bravo, Charles. Quel être extraordinaire. C'est un personnage qui est tellement antipathique que, évidemment, tu espères tout le temps qu'il meurt. Sa mort est plate à l'os, d'ailleurs. Je veux dire, bon, OK, dans un baril d'eau, tu sais, usé, là. Bon, je comprends que ça n'a pas l'air bien le fun, là, tu sais, mais il aurait pu trouver quelque chose de plus original. Bon. On comprend qu'il a craché dans l'eau, puis que, finalement, Rennie, elle a croisé Jason dans le fond de Crystal Lake. Bon, premièrement, comme je le disais tantôt, pourquoi ils sont pas capables, tu sais, comme quand j'avais parlé de Friday 13 Part 2, la maudite pancarte, pourquoi t'es pas capable d'avoir la même pancarte? Je suis pas capable de comprendre. Puis pourquoi le bébé, pas le bébé, mais le jeune Jason ne ressemble pas pantoute au Jason du Friday 13 Part 1? Je comprends pas non plus. Je veux dire, les gars sont-ils en train de se dire, les maquilleurs, ah non, faut que je le fasse absolument à mon goût, à mon image? Ben non! Fais un follow-up, dire, t'es supposé de, tu sais, nous, là, en tant que spectateurs, Jason Voorhees, il ressemble à ça. S'il vous plaît, tu peux-tu comme me donner le même personnage? Non, il me faut une autre image du personnage. Et non seulement, il est maquillé comme, vraiment mal maquillé comme, tu sais, comme un enfant serait maquillé à l'Halloween. Puis là, il est maquillé vraiment juste du visage. Le reste du corps, il est parfait, le gars. Fait qu'il est comme pourri du visage. Le reste, tout a été préservé de manière fantastique et merveilleuse. Alors voilà. Et là, bien évidemment, la scène finale, écoutez, là, on peut penser ce qu'on en veut. Rob Eden, lui, son but, c'était, il l'a demandé, il a dit, est-ce que ça on finit ça? Est-ce que j'ai le droit de, parce que de toute façon, vous allez réussir à le ressusciter d'une manière ou d'une autre. Peux-tu vraiment le tuer, Jason? Ben écoutez, moi, si j'aurais tenu mon bout pour dire, regarde, je peux-tu vraiment le tuer pour qu'on ne le revoie plus jamais? Mais je l'aurais fait peut-être d'une autre manière que ça. Son idée est pas bête. Tu sais, dans le fond, là, son idée pas bête est juste comme mal exécutée. Parce que l'idée que, tu sais, Jason meurt pour de bon,
puis que le jeune Jason revient, entre guillemets, à la vie, c'est pas une mauvaise idée en soi. C'est juste que là, tu sais, encore une fois, t'as le maudit Jason enfant avec la face à moitié, tu sais, bon, qui est maquillé, mais qui est mal maquillé. Même qu'au début, les premières fois que je l'ai vu dans le film, quand je l'avais vu dans le temps, j'avais tout compris. En le revoyant, j'étais là, c'est-tu vraiment lui? J'étais même plus sûr que c'était lui. Je le savais, là, mais c'était tellement mal fait que j'étais pas sûr que c'était lui. Bref, là, c'est lui, c'est la, tu sais, c'est la fin, c'est magnifique. Mais entre ça et la fin, c'est que Jason, ça c'est toujours un peu un problème, c'est que quand Jason enlève son masque, des fois c'est pas pire, c'est comme dans le 7, et ça c'était comme, wow! Mais dans le 8, il enlève son masque, puis oh tabarouette, là, je comprends que, tu sais, il y a de l'eau toxique, puis tout ça, là. Mais, tu sais, quand tu ressembles au Toxic Avenger, bon, Toxic Avenger, c'est de l'horreur humoristique un peu. Mais là, et là, c'est rendu il est laid, mais il est laid grotesque. Tu sais, j'avais même les là, je dis Toxic Avenger, puis c'est quasiment un compliment, parce que, dans le fond, j'avais quasiment plus l'impression de voir le bonhomme Pittsburgh qu'ils font. Fait que c'est pas... c'était pas fantastique. Tu sais, quand c'est rendu que tu t'as pas peur, mais que tu rigoles, il y a un problème là, dans un film d'horreur, surtout Jason, parce que Jason est supposé d'être terrifiant, et là, pas du tout. Pas du tout. Puis là, ben, que dire de la fin? La fin est absolument abominable. Un jour, je vous le dis, à la fin, quand nous aurons terminé toute cette série, nous déterminerons du pire au meilleur les films, les meilleurs meurtres, les meilleurs personnages, etc., les meilleures scènes et tout ça. Mais je ne veux pas le faire tout de suite parce que, premièrement, on n'a pas terminé. Et puis, ça prendrait trop de temps aussi de le faire dans une seule capsule. Donc, on va terminer tout ça avec les notes que je vais attribuer à ce film. Oh là là, là 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 là. J'avais jamais revu le film, j'ai compris pourquoi. Tu sais, il y a des films de Friday, je les regarde, je les sors, puis j'ai du plaisir à les réécouter une fois de temps en temps. Il y en a que j'ai le goût de réécouter plus souvent que d'autres. Il y en a une fois de temps en temps. Tu sais, Friday 13 Part 3, le 3D, là, je l'ai déjà dit, c'est pas mon préféré, mais je le réécoute parce qu'il y a quand même des choses que j'aime dedans, puis tu sais, ça fait plaisir à revoir, et des choses que tu sais que t'aimes pareil, là, même si, oui, je vais le nommer, Chali, puis tout ça, là. Mais celui-là, je l'ai acheté, c'est celui qui me manquait. Puis j'ai compris pourquoi c'est celui qui me manquait. Hey, sacrifice! Le scénario, là, je lui donne un 2. Je lui donne un 2 juste parce que pauvre Rob, il a tenté de faire quelque chose de différent. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Tu sais, des films sur des bateaux, enfin, tu sais, des bateaux fantômes comme un Ghost Ship, quoi que ce soit, c'est pas toujours très réussi. C'est rarement bon, malheureusement. Tu sais, il y en a pas beaucoup des bons films là, qui se passent sur des bateaux, des films d'horreur sur des bateaux. Mais celui-là, c'est certainement parmi les pires. Vraiment, c'est pas fort. C'est pas fort. Mais l'intention était bonne. C'est d'essayer autre chose. Je veux dire, c'est toujours, en général, les gens ont toujours des bonnes intentions. Il y a des gens qui veulent faire juste de l'argent. Puis je comprends, tu sais, Paramount, lui, ce qu'ils font, c'est qu'ils veulent faire de l'argent. D'ailleurs, Paramount, après ce film-là, tu sais, Frank Mancuso, il fermait la shop, puis il a dit, regarde, on vend ça, là. Lui, il voulait plus s'associer à ça, puis c'est correct, là, tu sais, c'est une business. On s'entend que c'est une business. Mais les gens qui sont derrière ça, c'est quand même des gens qui ce sont des créateurs. Il y a des acteurs, donc ce sont des gens, il y a des gens qui n'ont pas fait grand-chose à part ça, mais en général, ce sont des gens qui veulent que ça fonctionne puis qui veulent que ça soit bon, là. Mais ça n'a pas marché. Les personnages, oh boy. Hey, je pensais avoir vu des films de Friday avec des mauvais personnages. Ceux-là, je sais pas nécessairement qu'ils sont les personnages sont mauvais, sont juste mal utilisés. J'ai aucun intérêt pour ces personnages-là. Vraiment aucun. Puis même Rennie, qui est pas antipathique, m'intéresse plus ou moins à elle. Puis les autres personnages, j'ai pas d'attachement, mais zéro. Julius un peu. Le chum de Rennie,
Je m'en fous, sérieux, je m'en fous. Puis les autres, tu sais, tu devrais t'intéresser. Même le prof de Rennie, j'y crois pas pantoute. Non, vraiment pas. Les personnages, c'est un 3 sur 10. Les meurtres sont plates. Écoute, je fais 1, 2, 3, 4 pour les meilleurs meurtres, là, tu sais, la boxe, la roche dans le sauna, l'aiguille, c'était quand même assez original. Puis, tu sais, je vais en mettre un pour que je n'ai sûrement oublié un. Donc, 4 sur 10. 4 sur 10 pour les meurtres. Jason, bon, c'est certainement pas de la faute à Kane, parce que Kane, on le revoit dans 2 autres films encore. Et j'ai hâte d'écouter Jason Goes to Hell, pas parce que j'ai hâte de le regarder pour, pour vrai, là, mais j'ai hâte de revoir Kane dans ce film-là. Et je sais que dans Jason X, entre autres, qui n'est pas nécessairement le meilleur non plus, mais je me souviens de sa performance à lui, et donc je sais que c'est pas lui le problème. Donc, lui, il est comme bon dans certaines scènes, puis dans d'autres, il est comme moins bon. Je lui donne un 5. Je lui donne un 5 à Jason. Fait que c'est pas son meilleur film. Le film dans la série, je lui donne un 1 sur 10. C'est vraiment pas bon. J'y trouve aucun plaisir à regarder ce film-là. Aucun plaisir. Ah oui, d'ailleurs, c'est pas pour rien. Je vais vous demander peut-être, parce que vous avez peut-être vu en arrière, ça ici. Des fois, je mets des trucs ici, ça arrive rarement, mais des fois, j'en mets. Vous me demandez pourquoi j'ai mis ça. C'est pas pour Pinhead. Pas du tout. C'est parce que pendant le film, pendant que je le regardais, j'ai cogné des clous. Fait que voici le nombre de clous que j'ai cognés. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vu qu'il y en a 8. Hein, comme pour le nombre de films. Pour l'opus. Donc, oui, j'ai cogné des clous, puis je ne niaise pas, c'est vrai. Puis c'est rare là, que je vais m'endormir pendant un film. Je me suis pas endormi, mais j'ai vraiment comme... J'étais là, voyons, vraiment cogné des clous. Donc, c'est pas bon signe, c'est pas bon signe. Et comme film dans l'univers cinématographique, c'était un gros 0, c'est mauvais! Mauvais, là! C'est épouvantable. C'est nul! Nul! Les maquillages sont pas bons, le scénario c'est 0. Il nous ramène un gars pour faire semblant qu'il nous ramène Ralph, là. You're doom. Il est pourri, ce gars-là. Il nous fait même pas penser à lui. Au contraire, il nous fait penser à lui, puis ça nous fait de la peine qu'il soit pas là. Les comédiens sont nuls. En fait, tu sais, ça peut être des bons comédiens. Ils sont mal dirigés. Les meurtres sont plates. J'ai juste hâte que ça finisse. Et, comble de malheur, c'est le film le plus long de la série. 100 minutes. 100 minutes à s'emmerder. 100 minutes. Ça commence avec une chanson poche et ça va se terminer avec cette même chanson poche. Eh bien, un gros merci. Je peux comprendre que Frank a décidé de fermer la shop puis de vendre ça à New Line, et on verra bien si c'est vrai que Jason... En fait, ça aurait dû s'appeler ce film-là Jason Goes to Hell, parce que c'est vraiment ça, Jason Goes to Hell. Mais ça va être dans la prochaine capsule que nous en parlerons. J'espère que vous y serez. En attendant, on aime toujours savoir vos commentaires, puis peut-être que vous avez aimé ça. Jason Takes Manhattan. Puis j'aimerais ça que vous me le disiez, ou peut-être pas. Peut-être que vous êtes d'accord plus ou moins, puis tout ça. Puis j'aime ça qu'on puisse échanger sur le sujet. Alors portez-vous bien d'ici là, à très bientôt.